Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter des méningites, des méningoencéphalites et des abcès cérébraux. Il s'agit de l'item numéro 151 au programme de l'EDN de médecine. Voyons donc les notions les plus importantes. Voici quelques définitions. Une méningite, ça correspond simplement à l'inflammation des méninges. Pour rappel, il s'agit de trois structures qui protègent le cerveau. Cette inflammation peut être d'origine infectieuse ou non. Une méningoencéphalite, c'est l'inflammation des méninges et de l'encéphale, c'est-à-dire du parenchyme cérébral. Il peut y avoir une encéphalite isolée, qui est une inflammation isolée de l'encéphale, sans atteinte des méninges, mais c'est plutôt rare. Un abcès cérébral, c'est une collection de pus directement dans le parenchyme cérébral, alors qu'un empième cérébral, c'est une collection de pus dans une cavité déjà formée au niveau du système nerveux central. Ça correspond généralement à l'espace sous-dural, voire à l'espace extradural. Au niveau physiopathologique, généralement les quatre grandes familles de micro-organismes peuvent être impliquées. Ça peut être une cause virale, les virus herpétiques, typiquement HSV1 surtout, mais aussi les entérovirus, notamment chez les enfants, les VIH, à rechercher chez les personnes immunodéprimées, et penser au Lyssavirus, qui est le virus de la rage. Les bactéries, c'est ce que l'on redoute, surtout le méningocoque, mais aussi le pneumocoque et d'autres bactéries, notamment Listeria monocytogenes. Les champignons ou les parasites sont également possibles. De manière générale, il y a une colonisation des voies aériennes supérieures et puis, dans certains contextes, il va y avoir une infection du système nerveux central par différentes voies possibles, notamment la voie hématogène, surtout pour les causes virales, par contiguïté en cas de foyer bactérien ORL par exemple, ou par inoculation directe en cas de brèche ostéoméningée ou de contexte post-opératoire. L'examen clinique va être très important. Il faut bien connaître la définition d'un syndrome méningé, qui est l'association d'une céphalée généralement violente en casque, avec une photophobie, voire une phonophobie, une raideur nucale et des nausées-vomissements. On va suspecter une méningite en cas d'association d'un syndrome méningé avec de la fièvre. Mais chez l'enfant, le diagnostic est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de raideur nucale, il y a surtout une hypotonie et un changement du comportement associant une altération brutale de l'état général, une asthénie importante et des difficultés, voire un refus d'alimentation avec des pleurs inconsolables. L'encéphalite va devoir être évoquée en cas de troubles neurologiques centraux, typiquement des troubles de la conscience allant d'une simple confusion jusqu'à un coma. Il faut rechercher des signes de focalisation et on va pouvoir aussi voir des convulsions. L'abcès cérébral, on va le suspecter devant des céphalées, la fièvre est généralement inconstante, et c'est surtout les signes d'hypertension intracrânienne qui peuvent nous mettre sur la piste avec des signes de focalisation qui apparaissent de manière progressive. Une brèche ostéoméningée, on va la suspecter devant une rhinorrhée claire, c'est-à-dire un écoulement clair au niveau du nez. Et cet écoulement, si on le met sur une bandelette urinaire, on va voir qu'il y a du glucose. Il faut être très attentif aux critères de gravité, notamment la présence d'un purpura fulminans qui correspond à une extension rapide et nécrotique des lésions cutanées. Et généralement, il y a une altération brutale de l'état général. Le choc septique, forcément, est un critère de gravité, l'état de mal convulsif également, les troubles de la conscience aussi. Tout ce qui est signe de souffrance du tronc cérébral sont des critères de gravité et tous les signes de focalisation neurologique aussi. Donc, devant toute méningite, il va falloir faire un bilan sanguin très exhaustif pour essayer de énumérer, lister toutes les défaillances d'organes. Bien penser à la glycémie qu'on va comparer avec la quantité de glucose qu'il y a dans le LCR et bien penser aux hémocultures. La ponction lombaire, c'est l'examen clé primordial dans la prise en charge des méningites. Il faut la réaliser en urgence dès que l'on suspecte
le diagnostic, sauf en cas de contre-indication. C'est pour ça qu'il faut bien connaître les contre-indications, qui sont les états de choc, les troubles de l'hémostase, surtout s'il y a une CIVD associée à l'inflammation importante, les, les signes de focalisation neurologique qui nous font craindre un engagement cérébral si on prélève du LCR, les crises convulsives qui vont nous empêcher de ponctionner, les troubles de la conscience, les signes d'engagement cérébral et les infections au niveau du site de ponction. Si l'on arrive à prélever du LCR, il faudra l'envoyer en cytologie pour avoir la formule leucocytaire, en biochimie surtout pour évaluer la quantité de glucose, de protéines et de lactate, et en bactériologie pour faire un examen direct, une culture et avoir un antibiogramme quelques jours plus tard. La ponction lombaire va nous permettre d'avoir une orientation microbiologique et donc de pouvoir instaurer le traitement probabiliste le plus adapté. Rien que l'aspect du liquide céphalorachidien va nous aider. S'il est trouble, on va d'emblée s'orienter vers une méningite purulente. S'il est clair, on va pouvoir s'orienter soit vers une cause virale, soit vers une mycobactérie tuberculosis ou une listériose. La formule leucocytaire va nous aider. En cas de prédominance de polynucléaires neutrophiles, on va suspecter un pneumocoque ou un méningocoque. Si c'est une formule très lymphocytaire, on va penser surtout à une cause virale. Et si c'est une formule panachée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de prédominance ni de neutrophils ni de lymphocytes, il faudra évoquer une tuberculose ou une listériose. Le rapport glycorachie sur glycémie est primordial. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'une bactérie va consommer du glucose pour survivre. Donc en cas de bactérie dans le LCR, elle va consommer le glucose du LCR. Et donc forcément, le glucose dans le LCR, il va être abaissé par rapport au glucose dans le sang. C'est pour ça que ce rapport va nous aider à différencier les causes bactériennes des causes virales. La protéinorachie va être plutôt un reflet de l'intensité de la réponse inflammatoire dans le LCR, mais assez peu discriminant sur les causes bactériennes ou les causes virales. Et donc voilà les micro-organismes que l'on suspecte en cas de cause de méningite purulente, de méningite bactérienne à liquide clair ou de méningite virale. Dans les autres examens complémentaires, évidemment, il faut évoquer le scanner cérébral, en première intention si l'on n'arrive pas à faire de ponction lombaire, pour éliminer un diagnostic différentiel. En cas de purpura fulminans, il faudra évoquer aussi la biopsie d'une lésion cutanée pour rechercher un méningocoque par culture ou PCR. L'IRM, elle ne doit absolument pas retarder la prise en charge et elle peut permettre de mieux caractériser un abcès cérébral ou une méningoencéphalite, mais dans un second temps. De même que l'EEG, il ne doit absolument pas retarder la prise en charge. Il peut être utile au diagnostic d'encéphalite en cas de certaines localisations typiques, notamment des encéphalites herpétiques. Concernant les principes de prise en charge, en cas de suspicion de méningite, il va falloir d'emblée hospitaliser la personne en urgence et évoquer les soins intensifs, la réanimation en fonction des défaillances d'organes. Deux principes, il faut mettre les patients en isolement de type respiratoire gouttelette, parce qu'on suspecte une infection à méningocoque. Et ce qui va conditionner le degré d'urgence, comme on l'a dit, c'est la recherche d'un purpura fulminans, la recherche de contre-indication à la ponction lombaire et la recherche de signes d'encéphalite associés. Le purpura fulminans, comme on l'a vu, c'est une urgence absolue. Donc ce qu'il faut faire immédiatement, avant toute autre chose, c'est l'antibiothérapie. Elle doit être immédiate, une céphalosporine de 3e génération, typiquement de la ceftriaxone. En intraveineux idéalement, mais s'il n'y a pas de voie veineuse, en intramusculaire, ça fait très bien l'affaire. En préhospitalier, il faut appeler le SAMU pour organiser un rapatriement vers un hôpital. Et essayer de mettre en place une prise en charge de réanimation du choc septique, idéalement 2 voies veineuses de bon calibre, pour faire du remplissage vasculaire avec 30 ml/kg de cristalloïdes en débit libre, et une oxygénothérapie. Et la ponction lombaire dans cette situation ne doit pas retarder l'antibiothérapie.
Et de manière générale, le tableau est tellement parlant qu'elle est souvent non contre-indiquée. S'il n'y a pas de purpura fulminans, on a un tout petit peu plus de temps, notamment pour faire les prélèvements infectieux avec des hémocultures et la ponction lombaire, si elle n'est pas contre-indiquée. Il faudra mettre le traitement antibiotique en fonction de la ponction lombaire si on a pu la faire, sinon d'emblée, avant toute autre chose. Et donc dans ce cas-là, si on suspecte une méningite purulente avec un LCR trouble, il faudra d'abord injecter la dexaméthasone, puis ensuite l'antibiothérapie probabiliste dont on va reparler après. Si on a affaire à un LCR clair, on va ensuite attendre les résultats cytologiques et biochimiques. Si c'est plutôt en faveur d'une cause bactérienne, on va injecter la dexaméthasone et faire l'antibiothérapie probabiliste. Par contre, si c'est plutôt en faveur d'une cause virale ou d'une autre cause, on va s'abstenir de traiter, du moins on ne va pas traiter avec des anti-infectieux, mais on va faire un traitement symptomatique, bien entendu, sauf s'il y a une encéphalite associée. En cas de contre-indication à la ponction lombaire, on ira après ces traitements au scanner cérébral et on essaiera de corriger les contre-indications, notamment l'état de choc, pour essayer de piquer au plus vite une nouvelle ponction lombaire. Et dans un second temps, généralement à 48 heures, on va essayer d'adapter nos antibiotiques aux résultats microbiologiques. Donc l'antibiothérapie probabiliste. De manière générale, si l'examen direct retrouve un coccigramme positif, on va alors suspecter un Streptococcus pneumoniae ou Agalactiae. Et dans ce cas-là, il faudra mettre une C3G pendant 10 à 14 jours. Si on a affaire à un coccigramme négatif, on va suspecter Neisseria meningitidis. Et dans ce cas-là, toujours une C3G, mais cette fois-ci plutôt 4 à 7 jours. Si le biologiste nous répond bacilgramme positif, on va suspecter une Listeria monocytogenes. Et dans ce cas-là, le traitement doit associer de l'amoxicilline à la gentamicine pour 3 semaines. Et s'il nous répond BGN, on va suspecter un Haemophilus ou un Escherichia coli. Et dans ce cas-là, c'est une C3G pendant moins d'une semaine. Par contre, si l'examen direct est négatif, dans ce cas-là, si la méningite est purulente, on va viser le pneumocoque, le méningocoque, et donc ça va être une C3G qu'on va ensuite réadapter dans un second temps. Et si par contre c'est du liquide qui n'est pas purulent, qui est plutôt clair, on va évoquer Listeria monocytogenes, mais ça pourrait être un tout début d'infection à pneumocoque ou à méningocoque qui n'est pas encore assez parlant. Et donc dans ce cas-là, il faudra tout traiter, une C3G, amoxicilline, gentamicine, et réévaluer dans son second temps. Si c'est une méningite à méningocoque qui est objectivée, donc comme on l'a dit, il faudra mettre un isolement de type gouttelette qu'on pourra lever après 24 heures d'antibiothérapie bien conduite s'il y a une amélioration des symptômes. Il faudra bien penser à la déclaration qui est obligatoire à l'ARS dès la suspicion et sans délai. Et l'ARS doit identifier des sujets contacts. C'est un contact direct, très proche, moins d'1 mètre et prolongé pendant plus d'une heure lors des 10 derniers jours. Pour la prévention de ces sujets contacts, il faudra faire une antibioprophylaxie urgente par rifampicine perros pendant 2 jours. Et en fonction de la souche et de la proximité des sujets contacts, on pourra discuter une vaccination. En cas de méningite non purulente, il faudra voir si la ponction lombaire est évocatrice d'une étiologie virale. Dans ce cas-là, il faudra bien rechercher des signes d'encéphalite. S'il y a des signes d'encéphalite, dans ce cas-là, l'urgence, c'est de mettre un antiviral intraveineux qui est l'aciflovir. Si c'est une méningite virale isolée, traitement uniquement symptomatique. Combattre la fièvre, les nausées vomissements, les douleurs, etc. Si la cellularité est panachée, dans ce cas-là, on va plutôt évoquer une hystériose, une tuberculose, une méningite bactérienne décapitée ou pas encore parlante, comme on l'a vu. Et si c'est une méningite ou une méningoencéphalite qui n'a pas l'air d'être infectieux,
Dans ce cas-là, on va rechercher une autre cause. Ça pourrait être une cause paranéoplasique, une cause auto-immune ou une cause médicamenteuse. Enfin, concernant les abcès ou les traitements, les ampièmes cérébraux, c'est surtout l'IRM et le scanner qui vont nous aider, où on pourra voir une image en cocarde, ce qui va nous permettre de faire un diagnostic différentiel de tumeur cérébrale. Et la prise en charge va associer un avis neurochirurgical pour faire une ponction biopsie à visée de documentation microbiologique et un drainage chirurgical. L'antibiothérapie est très prolongée, il va falloir prendre un avis auprès des infectiologues, idéalement de manière probabiliste puis adaptée. Bien rechercher une porte d'entrée, mettre un traitement antiépileptique quand c'est le cas et lutter contre l'œdème cérébral. Pour toutes ces choses, il y a des complications, notamment l'œdème cérébral qui va entraîner un décès dans plus de 20% des méningites bactériennes. Il peut y avoir des thromboses, ce sont des pathologies très inflammatoires, ça peut s'abcéder, donner des empyèmes, donner des vascularites à distance. Il y a beaucoup de surdité, notamment en cas de méningite ourlienne, des déficits neurologiques persistants, des épilepsies à terme. Il peut y avoir aussi des complications plus tardives à type d'hydrocéphalie, des troubles du neurodéveloppement et de l'épilepsie comme on l'a vu. Au niveau du suivi, évidemment, de manière précoce, il faut suivre les paramètres vitaux et l'état de conscience pour voir que les patients répondent bien à l'antibiothérapie initiale. En cas de persistance des symptômes après 48 heures, il faudra refaire la ponction lombaire si elle n'est pas contre-indiquée. Et dans toute atteinte infectieuse du système nerveux central, il faut rechercher une cause favorisante. En pratique, un déficit immunitaire tel que le VIH ou une brèche ostéoméningée. Le suivi ORL est primordial et avant toute sortie d'hospitalisation, il faudra faire une audiométrie. Et le suivi neurologique est également primordial, surtout chez l'enfant, puisqu'il faudra dépister le plus précocement possible l'apparition de troubles du développement psychomoteur. En conclusion, les méningites, méningoencéphalites, les abcès cérébraux sont des urgences vitales, puisque le pronostic vital peut être mis en jeu. Il faudra y penser devant tout signe neurologique fébrile, et d'autant plus un syndrome méningé. La ponction lombaire est l'examen clé du diagnostic, de la prise en charge. Il faudra bien connaître les contre-indications, et en cas de contre-indication, il faudra aller au scanner. L'antibiothérapie probabiliste est également primordiale, d'autant plus si c'est un purpura fulminans, puisqu'il faudra la mettre en place avant toute autre chose. Et l'antibiothérapie, il faudra l'adapter dès que possible. Bien penser aux précautions complémentaires, isolement de type gouttelette dès la suspicion de méningite, et prévenir l'ARS pour faire une prévention des sujets contacts avec une antibioprophylaxie et quelquefois une vaccination. Merci pour votre attention et bon courage.